Bien, 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 bonjour à vous, mes petits troubadours de la contrée lointaine. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais très bien pour ma part parce que je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC Vegas 20 Rosenstrike face à Gann, Cyril Gann, le seul, l'unique combattant français qu'on a eu la chance ici même au Québec de voir commencer sa carrière pro. Ces 3 premiers combats pro qui ont eu lieu chez TKO dans le temps où on avait le droit d'aller dans des arénas voir des spectacles de MMA, voir des gens se battre. C'était absolument fou dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais je m'en rappelle très bien et je l'ai même vu Cage Side battre un de mes meilleurs amis de façon assez brutale, merci. Donc, Cyril Gann, qui à la seconde près qu'on l'a vu, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose de très spécial par rapport à ce combattant-là. Et on avait raison parce que maintenant, il est dans l'UFC après seulement 7 combats professionnels. Il obtient son premier combat principal, main event de la soirée, face à Jairzinho Rozenstruik, un combattant poids lourd qui aussi était un prospect dans les dernières années, mais qui a réussi à se prouver comme étant un combattant élite dans la division, un futur title challenger. Sa seule défaite, c'est face à Francis Ngannou. Il a battu notamment Alistair Overeem et plusieurs autres combattants qui font de lui un heavyweight élite aujourd'hui. Et Cyril Gann obtient pour la première fois de sa carrière la chance d'affronter un combattant élite qui va probablement le propulser vers un futur title shot. Peut-être pas cette année parce que là, il commence à avoir beaucoup de gens en file d'attente pour des title shots avec John Jones, avec Derrick Lewis, mais Cyril qui est tellement jeune dans sa carrière pro, qui a commencé, je pense, en 2018, là, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Et puis, ben, c'est ça, il y a beaucoup de temps devant lui. On s'entend, c'est encore un bébé en termes d'arts martiaux mixtes. C'est le fait qu'il tout en étant encore un bébé en termes d'arts martiaux mixtes, soit déjà assez solide pour avoir un combat principal dans la division poids lourd de l'UFC, ben, c'est assez incroyable et on ne perdra pas plus de temps que ça. Il y a 12 combats sur la carte en tout. Le premier d'entre eux duquel on va parler aujourd'hui, c'est le combat principal, évidemment. Jairzinho Rozenstruik, Cyril Gann. Et c'est un très bon combat sur papier. Quand tu regardes le match-up, c'est un match-up qui est très intéressant parce qu'on ne se cachera pas ici, c'est assez à l'avantage de Cyril Gann. On s'entend? Cyril Gann est celui qui va arriver avec du mouvement, qui va arriver avec du volume, qui est un striker créatif comparément à Rozenstruik aussi. Mais Rozenstruik est plus un counter-striker qui est pas, push pas un très gros pace. C'est pour ça qu'on a réussi, qu'il a réussi à battre Alistair Overeem, notamment dans leur combat de 5 rounds. C'est parce que le gars a jamais essayé de pousser un pace qui allait pas être en mesure de maintenir. Donc, il a gardé ça. Puis, on sait, Alistair Overeem, la nouvelle version de lui, c'est une version où il est plus tranquille, il essaie de maintenir son niveau d'énergie puis de se battre à un pace un peu plus lent parce que justement, il n'est plus le Alistair Overeem super explosif et rapide de ses jeunes jours, puis il doit un peu plus maintenir ses énergies pour être en mesure d'être compétitif longtemps dans un combat. Ça a permis à Jairzinho Rozenstruik de combattre dans son type de combat où il n'est pas très actif en général. C'est plus un counter-striker qui aime jouer la waiting game. Il est pas vraiment ennuyé d'attendre son adversaire le plus longtemps possible. Puis quand son adversaire lui donne finalement quelque chose, là, ben, il va y aller avec des counters de la mort. Et il est dans la catégorie des Derrick Lewis, des Francis Ngannou dans cette division-là. C'est un combattant qui, s'il te frappe très fort, peut te passer le KO. Puis ça ne fait pas exception à Cyril Gann ici. Là. Si Cyril se fait counter très solidement par Jairzinho Rozenstruik, il y a de bonnes chances que Rozenstruik lui passe le KO. Ceci étant dit, est-ce que Rozenstruik va mettre la main sur Cyril Gann? Cyril Gann, souvent, ce qu'on aime dire de lui, puis ce que je pense qui est sa plus grande caractéristique, c'est la manière dont il se déplace, c'est son mouvement. Ce gars-là bouge comme un 170 livres dans la cage, il est excessivement mobile sur ses pieds. C'est un poids lourd aussi qu'on a vu là, face à Tanner Boser être capable de garder un très bon pace pendant 3 rounds et ne pas se fatiguer. Les Jairzinho Rozenstruik, s'il va balls to the walls au premier round, va se fatiguer, puis ça ne sera pas facile pour lui les 4 autres rounds. Cyril Gann contre Tanner Boser, on le va avoir un bon pace au premier round, un pace un peu meilleur au deuxième, puis son meilleur pace du combat au troisième, ce qui nous porte à croire que Cyril est capable là, de faire des 25 minutes et ne pas être ennuyé le côté cardio, chose qui est excessivement rare pour un combattant poids lourd. Puis je pense que c'est pour ça principalement là, la raison pourquoi Cyril Gann est un combattant très fascinant. C'est parce que ça ne marche pas d'habitude ce qu'il fait chez les poids lourds. Les poids lourds, ce n'est pas une division qui va reward le combattant super technique, super créatif, qui se déplace bien, puis qui fait des choses très, très, très high level en striking. Cyril Gann,
la façon dont il utilise son jab pour passer un gros body kick à Junior Dos Santos, pour ensuite feinter le body kick pour passer à ça, de l'étamper avec un head kick absolument violent. Tu sais, Cyril va te lancer une strike, va observer ta réaction, puis de par ta réaction, va feinter cette strike-là pour placer un autre strike, puis il joue avec tes réactions comme ça, ce qui montre que c'est un striker de très, très haut niveau. Mais Rozenstruik aussi, c'est ça la chose. Jairzinho Rozenstruik, bien que c'est pas quelqu'un, justement, qu'on a dit qui est très actif, qui pousse un pace, qui essaie d'être super créatif et mobile comme Cyril Gann, c'est quelqu'un qui va être généralement pas si mauvais que ça défensivement, c'est-à-dire que non, il n'est pas très mobile, fait que c'est un combattant qui est touchable, mais qui s'arrange pour ne pas se faire toucher avec les meilleurs punches de son adversaire, sauf contre Francis Ngannou. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse contre Francis Ngannou? Il a juste couru après, puis il a il a lancé son corps vers lui, puis il l'a juste knocké, là. Des choses qui arrivent à pas mal tout le monde, en fait, en quelques secondes, et à part de ça. Mais non, Rozenstruik, non seulement est capable de ne pas manger les meilleurs power punch de son adversaire, mais aussi de vraiment planter ses pieds et de générer du gros, gros, gros power en counter. Puis ces counters, oui, sont très puissants, mais sont assez rapides pour un combattant poids lourd qui a sa stature. On s'entend quand tu regardes Jairzinho Rozenstruik, c'est pas le gars que tu dis, oh, tabarnouche, ça doit être un combattant excessivement rapide et agile. Il n'y a pas ce physique-là. Mais pour son physique, il est assez rapide et agile, je vous dirais. Fait que ces counters, ils viennent vite, viennent avec beaucoup de puissance, puis ils sont précis, puis ils sont beaux, sont techniques. C'est un bon kickboxer lui aussi. Il a beaucoup d'expérience en kickboxing avec Glory notamment. Donc, ça va être un excellent combat. Je pense que Gann doit avoir l'avantage debout. Ça va être dangereux. Mais le X-Factor dans ce combat-là, ça va être le grappling. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent parce que Cyril Gann là, a été très, très, très willing de shooter des takedowns sur à peu près n'importe qui. A été très, très, très willing d'essayer des soumissions, des helos. Il a 2 victoires par soumission là, dans l'UFC, Cyril Gann. Donc, à ce qu'on a vu du combat contre Overeem, où Rozenstruik, oui, a survécu sur son dos, mais c'est bien tout. Elle n'avait pas vraiment l'air d'avoir beaucoup de réponses de comment se lever de là, comment changer cette position-là. Puis si Cyril veut juste profiter de cette chose-là en landant des takedowns sur son adversaire, à rentrer dans des angles un peu funky pour justement aller chercher soit des single legs, des double legs ou des foot trips, du clinch, des choses comme ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très réalisable dans ce combat-là. Ça pourrait rendre le combat encore plus facile pour Cyril Gann. Donc, en conclusion, évidemment, j'ai Cyril Gann ici. Moi, je suis pas mal convaincu que avant d'affronter là, justement un Blades, un Stipe Miocic, quelqu'un comme ça, je pense que Cyril Gann va pas mal battre tout le monde. Puis c'est sûr que là, il rentre dans la catégorie où justement un Rozenstruik, un gars comme ça, tu peux pas vraiment faire d'erreur dans ces combats-là parce que ce gars-là, si tu fais une erreur, il va te faire payer pour. Puis c'est autant possible que Cyril Gann domine complètement ce combat-là jusqu'au moment où il se fasse clipper quelque chose de vraiment anodin puis il se fasse passer un KO que c'est probable qu'il fasse juste complètement dominer Jairzinho Rozenstruik puis le finir. Je pense que la domination de Cyril Gann est quand même évidente dans ce combat-là. Le résultat est moins évident à prédire à cause du power incroyable de Rozenstruik puis le fait que Cyril va devoir prendre des chances. Puis il est un combattant là, qui prend des chances. Cyril n'est pas celui qui va rester at range puis attendre puis ne rien faire par peur de se faire passer un KO. C'est vraiment pas son style. C'est un combattant qui est agressif. C'est un combattant qui va de l'avant et qui land 5 points quelques strikes par minute à heavyweight dans l'UFC. C'est un des plus hauts taux de strike landé. Là. Donc c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Donc va donner les chances à Rozenstruik de le counter hard puis de lui passer le KO. Je pense pas que ça va arriver. J'ai Cyril Gann par TKO au deuxième round. On passe au co-main event de la soirée. Puis, crime pour toutes les semaines où il y a des co-main events de marde, genre Yana Kuniskaya contre Kathleen Vieira, qui n'a même pas tourné être un bon combat, là, anyway, on va se le dire entre vous et moi. Ben, on a des semaines où on a ça comme co-main event. Nikita Krylov, Magomed Ankalaev, puis ça a bien du bon sens. Puis c'est direct des combats de même que je veux voir. Tu sais, peut-être pas toujours des super highly ranked guys, mais là, on a 2 gars qui sont probablement top 10 à 15 dans la division, mais un que en Magomed Ankalaev, en qui on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Et puis, il affronte Nikita Krylov, qui est un complet maniaque, mais qui, de moins en moins, on va se le dire, de moins en moins. C'est ça qui a fait sa réputation au début, là, le complet maniaque qui va soit genre te finir ou se faire finir, te soumettre ou se faire soumettre. Puis c'est le genre de gars qui se fait passer un Von Flue choke par OSP, mais que quelques années plus tard, soumet OSP dans un rematch. Ceci étant dit, je pense que si on avait encore la version super wild de Nikita Krylov, c'est un des seuls combats où ça l'aurait peut-être servi.
Parce que rester à outrange puis vouloir être crafty face à Magomed Ankalaev, c'est une très bonne manière de te manger un 1-2 to head kick en pleine tête, puis que ça a l'air pas super bien pour toi. Puis qu'après ça, Ankalaev va juste te swarmer au sol parce que, ouais, ça a l'air que c'est aussi un bon lutteur que c'est un bon striker. Donc, pour vrai, là, je pense que Magomed Ankalaev va gagner ce combat-là par TKO en deuxième ronde. C'est un dur match-up pour Nikita Krylov, qui lui-même, dans son Media Day, a dit que c'était absolument pas un match-up idéal pour lui que d'affronter Magomed Ankalaev. Donc, lui-même le sait que ça va être très dur. Puis, je pense qu'on se doit de favoriser Ankalaev ici. Donc, je l'ai TKO deuxième round. Ensuite, on a Montana De La Rosa face à Mayra Bueno Silva. Puis c'est un combat qui me donne de la misère, ça, parce que d'un côté, t'as Mayra Bueno Silva qui a beaucoup de choses qu'elle a, mais il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas. Puis dans les choses qu'elle a, c'est de l'athlétisme, de la puissance. C'est quand même un bon Muay Thai et un beau Jiu-Jitsu brésilien. C'est de l'opportunisme et de la confiance. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle est très confiante, là. La fille n'a pas trop peur de ce qu'elle fait. Dans les choses qu'elle n'a pas, ben, c'est de la composure, là, le fait d'être comme calme et genre, emmagasiner ses énergies puis les dépenser de façon correcte. Ça, elle n'a pas ça pantoute. Du cardio, non plus, ça, elle n'a pas ça pantoute. Pas vraiment d'expérience non plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup de skills, mais des fois, elle se retrouve dans des situations où elle est comme je n'ai jamais vraiment été ici, je ne sais pas trop quoi faire, je vais essayer de ne pas faire de gaffe. Puis des fois, elle fait la gaffe, tu comprends? Puis ça fait que cette fille-là, soit va te finir au premier round, probablement vers, tu sais, sa stratégie, là, c'est pas compliqué. C'est qu'elle est grosse, elle est forte, puis elle frappe fort. Fait qu'elle arrive, puis elle fait du Muay Thai, puis elle te kick, puis elle te rentre, puis ça fait mal, puis elle est wild, puis elle est agressive. Puis là, tu te dis, hey, je peux pas rester debout avec elle. Fait que là, tu la take down, puis là, dès que tu la take down, elle est super contente de se laisser take down pour spammer des arm guards, des arm bars de sa garde. Puis elle a un très bon armbar de la garde. Armbar presque tout le monde de sa garde. C'est probablement la majorité de ses victoires. Elle a même soumis Jillian Robertson par armbar de sa garde. Ceci étant dit, Montana De La Rosa, c'en est une un peu à la Jillian Robertson dans cette division-là, qui est vraiment une excellente grappler, black belt en jiu-jitsu brésilien, puis que c'est sûr que c'est arrivé à Jillian aussi, fait que je peux pas dire, oh, ça ne peut pas arriver à Montana De La Rosa, mais mettons que j'avais une liste de gens à établir que je pense qu'ils ont moins de chances que la moyenne de se faire passer un bar par Mara Bueno Silva, je dirais que Montana De La Rosa est là-dedans. La différence entre Montana et une Jillian Robertson, c'est que Montana La Rosa est aussi une vraiment bonne boxeuse qui est très active, lance un bon volume, un bon jab, travaille bien. Le problème avec De La Rosa, c'est qu'elle n'est pas athlétique du tout, là, mais pas du tout. Puis toutes les skills qu'elle amène la rendent compétitive dans la majorité de ses combats, mais quand elle arrive contre des très bons athlètes comme Mayra Bueno Silva, c'est plus difficile. Donc, vous voyez le dilemme que j'ai ici. Tu as celle qui a pas mal toute la technique, qui manque un peu d'athlétisme. Puis aussi, il faut le dire, j'ai l'impression qu'elle puis son mari, là, Mark De La Rosa, leur game ont un peu fall apart là, dans les derniers temps. C'est des gens qui arrivaient puis gagnaient une, perdaient une, gagnaient deux, perdaient une. Puis, pas des combattants que tu te dis, ça va être des superstars dans la division, mais quelqu'un qui peut être ranké, du moins à Women's Flyweight pour Montana, quelqu'un qui peut être ranké 11 à 15, puis battre ceux qui ne seront jamais des top 15 fighters, mais se faire battre par ceux qui ont le potentiel d'être des top 15 fighters. Récemment, elle s'est mise à perdre pas mal la majorité de ses combats, puis on dirait, je n'ai pas encore réussi à trouver quoi, mais il y a quelque chose qui clique plus dans sa game, qui fait que, il me semble qu'elle avait une belle game fluide pour une fille qui n'était pas très athlétique, une belle game fluide avec toutes les phases qui shiftaient bien les unes dans les autres, puis on dirait que je vois moins ça dans ses derniers combats, puis je pense que pour cette raison-là, pour vrai, je vais pick Mayra Bueno Silva, même si je suis pas confiant qu'elle va y passer un bar, je suis pas confiant qu'elle va la finir, je suis pas confiant de rien de tout ça. Puis Mayra Bueno Silva, des fois qu'elle s'est rendue à la décision, elle a perdu une fois, puis l'autre fois, ben, c'est une split decision tellement serrée, puis qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, puis un combat que tu voyais que Silva devait gagner, mais qu'elle a pratiquement donné en n'étant pas efficace, puis en manquant de cardio, puis en prenant des décisions complètement ridicules à plusieurs stades de ce combat-là. Donc, je vais aller avec Bueno Silva, mais j'ai aucune confiance, honnêtement. Donc, c'est pas un combat sur lequel je gagerais aucun argent. Ceci étant dit, on passe à un rematch très excitant que je suis vraiment triste de ne pas avoir vu les 2 semaines, mais que là, on l'a cette semaine, puis j'espère que ça va rester sa carte parce que c'est un excellent combat. Pedro Munoz, Jimmy Rivera, puis comme je dis, c'est un rematch, Rivera a gagné le premier, et puis, man, il a un peu mis le blueprint là pour comment battre Pedro Munoz, puis c'est lui-même qui l'a fait, donc c'est pas grave de recréer ça
c'est pas une bonne chose pour Jimmy Rivera, tu comprends? Et puis, le pire, c'est que je suis même pas 100% certain là, qu'il va recréer ça. Parce que dans le fond, il y a deux Jimmy Rivera. Il y a le Jimmy Rivera qui recule puis qui est un one-shot power counter-striker. C'est souvent le Jimmy Rivera qui lutte aussi beaucoup contre la cage puis qui nous donne des combats plus slow puis qui laisse beaucoup de temps à ses adversaires pour faire des choses, même si défensivement, il est quand même efficace. Puis il réussit souvent à gagner ces combats-là, mais ce n'est pas ses meilleurs combats. Il y a aussi le Jimmy Rivera qui décide d'aller de l'avant puis lancer en combinaison, qui est un combattant absolument fascinant à regarder. Genre, si ce gars-là se battait toujours comme ça, serait connu comme un action fighter, basically. Et puis, c'est exactement comme ça qu'il s'est battu la première fois contre Pedro Munoz, parce que si t'es pas agressif contre Pedro Munoz, tu vas te faire mettre de la pression dans le fond à la tonne, puis ça ira pas bien pour toi. Donc, il sait que c'est sa manière de battre Pedro Munoz. La raison pourquoi cette manière-là va toujours être spicy, puis pourquoi il l'utilise pas toujours, ben, c'est parce que Jimmy Rivera n'est pas le combattant le plus durable et qu'il n'a pas le meilleur menton. Désolé. Puis, on s'entend que s'il y a un combattant contre qui c'est dangereux de ne pas avoir le meilleur menton et de ne pas être le plus durable, c'est contre Pedro Munoz. Donc, c'est pour cette raison-là que je le sais que si Jimmy Rivera arrive puis prend ce game plan-là, va gagner le combat, va outstrike Pedro Munoz parce qu'il est plus rapide que lui, il est plus rapide que lui, basically. Puis quand il lance en combinaison les 4-5 punch, puis qu'il en laine 3 là-dessus, puis qu'il est plus rapide que toi, ben c'est overwhelming, même pour un gars qui essaie de mettre beaucoup de pression comme Pedro Munoz. Donc, je pense que je vais aller avec Rivera. Je pense que je vais aller avec Rivera. Même si j'ai un petit côté qui se dit que, tu sais, pendant 30 minutes au complet ensemble dans la cage, c'est dur de penser que Munoz ne va pas à un moment juste finir Jimmy Rivera. Même s'il n'est pas en train de gagner le combat, il ne va pas juste comme faire quelque chose qui va provoquer un bad shot puis il va y passer une guillotine. Ou juste comme le taguer solidement puis go complètement bonkers puis le finir par TKO. Donc, il y a encore un côté de moi qui a envie de dire « Ah non, le rematch, il y a trop de chance. » Munoz, c'est trop un bon finisher, trop un bon opportuniste pour ne pas, en 30 minutes, au moins finir Rivera une fois. Ah, shit. Mais non, j'ai déjà piqué Rivera sur ma feuille. Fait que je pique Rivera par décision, mais comme vous comprenez, je suis pas mal déchiré entre les deux pour ce combat-là. On passe au premier combat de la main card, un combat très amusant ici. Alex Caceres, Kevin Croom. Tabarnouche, shout-out à Kevin Croom. Pour vrai, il est arrivé dans l'UFC. Roosevelt Roberts il a offert aucun respect. Puis peut-être avec raison un peu, parce que tu sais, Roosevelt Roberts, un des très bons prospects lightweight, un des très grands lightweight aussi, puis à genre 6 pieds et quelques, puis t'es habitué, tu sais, de comme que ça aille bien, t'es un bon combattant smooth. Puis là, tu viens d'avoir une défaite un peu louche où t'as comme bragué un peu que t'allais battre ton adversaire. Puis là, je vais me reprendre dans ce combat-là. En plus, j'affronte Kevin Croom, 21-12 en carrière. Il arrive dans l'UFC. Il a déjà perdu 12 fois, même pas dans l'UFC. Moi, j'étais un bon combattant de l'UFC. Imagine comment moi, il pète à la gueule. Fait que là, Roosevelt Roberts, il s'est pointé les mains bien basses. Kevin Croom a fait oh, il a les mains bien basses de même. Tu slap un hook en pleine face, tu l'as droppé puis tu l'as soumis. Et puis, c'était magnifique. Puis, shout-out à Kevin Croom pour ça. Est-ce que son succès dans l'UFC va se continuer? Probablement pas. Mais j'ai dit la même affaire de Derek Miner. Puis, il vient de battre Charles Rosa la semaine passée avant d'avoir soumis TJ Laramie ici. Fait que j'ai bien beau dire que je pense pas que Croom va avoir du succès. Il va peut-être en avoir. L'affaire avec Kevin Croom, c'est que justement, c'est sa fiche. C'est 21-12 maintenant, 22-12. C'est un gars qui arrive avec pas mal beaucoup d'expérience. Même s'il y a 12 défaites en dehors de l'UFC, des fois, ça peut quasiment être un plus parce que tu arrives dans la grosse ligue puis tu as déjà pas mal tout vu. Là. On s'entend en 33, 34 combats professionnels, tu en as vu des choses. T'en es arrivé des situations inusitées ici et là, puis ça fait que tu es comme un peu prêt à affronter toutes ces choses-là. Puis Kroom, ben, tu sais, oui, il est arrivé puis il a droppé un bon lightweight avec un gros crochet. C'est pas un striker, c'est un gars qui veut être un pressure fighter qui va essayer de te lutter le plus possible contre la cage et au sol. Puis plus qu'il va réussir, plus qu'il va avoir de chances de gagner. Puis je sais pas s'il va out-wrestle Alex Caceres, qui pour la première fois depuis des années a l'air d'avoir un purpose dans ses combats. Il n'est pas juste là à être Alex Caceres comme il a été toute sa carrière. Genre, Kevin Croom, toi, tu veux vraiment lutter? Parfait, on va faire un match de lutte de 15 minutes, on ne fera rien d'autre que ça. Tu sais, Caceres, c'est contre Chase Hooper, on l'a vu éviter le sol, on l'a vu, je pense que
il est capable de faire ça ici, là, quand je pense. Il est capable de faire ça ici. Puis je pense qu'il se doit d'être le favori dans ce combat-là parce qu'il va être un bien meilleur striker que son adversaire. Puis il va probablement avoir l'option d'accepter et ou refuser le combat au sol. Chose qu'on ne sait pas s'il va faire, mais je pense que même s'il va au sol, il peut battre Kevin Croom. Donc j'ai Caceres par décision ici. Ça nous mène au prelim et le main event des prelims. Écoutez, Alexander Hernandez affronte Thiago Moises. Puis c'est un autre combat qui me donne quand même de la difficulté, même si j'ai l'impression que ça devrait pas. Parce que Alexander Hernandez est vraiment un bon combattant. Il a tout. Il a tout pour lui, ce gars-là. Il est athlétique, il est rapide, il est skilled, on s'entend, il est très bon lutteur, il a du bon striking, il est capable de se battre dans plusieurs styles différents, comme on l'a peut-être malheureusement vu un peu plus récemment. C'est son combat contre Cowboy, en fait, qui a tout changé. Là. Alexander Hernandez est arrivé dans l'UFC. Puis il était très agressif comme combattant, comme sur ses combats régionaux. Puis il a battu Benil Dariush, il a battu Oli Aubin, merci. Puis Chris, personne qui peut me toucher. J'ai 2 fights dans l'UFC, checker le monde que j'ai battu. Personne qui va me toucher ici. Puis là, il a affronté Cowboy, qui est un Cowboy vieillissant. Il a pété, moi, le vieux, rien contre lui. Puis il s'est fait ramasser. Il s'est fait montrer que des fois, il y avait comme juste des levels à cette chose-là. Puis qu'il n'était pas encore rendu au level d'où Cowboy Cerrone était là 1 an et demi, plus de 2 ans environ, là, je pense, je vous dirais. Ça fait ça, 2 ans que se sont battus. Bref. Ceci étant dit, après, on a vu un nouveau Alexander Hernandez. C'est le combattant le plus hésitant du monde. Là. Contre Francisco Trinaldo, c'était absolument horrible. Ses combats d'après, ensuite, là, il a perdu contre Drew Dober. Puis il est revenu après contre Chris Gruetzemacher, puis il l'a battu. Mais ça, c'est pas un combat que je peux prendre. Puis dire, regardez, Hernandez est back. Vous voyez Chris Gruetzemacher. C'est Chris Gruetzemacher. C'est pas le même genre de. C'est pas le même niveau du tout là, qu'Alexander Hernandez. C'est comme si tu me mettais Alexander Hernandez demain matin contre Khabib, tu te là, arrange-toi mon esti zouf. C'est à peu près ça que c'était la différence de niveau là, entre les deux. Donc, je veux pas vraiment regarder ça comme étant le signe que Hernandez est back puis que sa game finalement recommence à cliquer. Bien que je pense que j'ai vu quelques signes là, qui me portent à croire que oui, sa game recommence à cliquer puis qu'il ne redeviendra jamais le crazy aggressive fighter qui était, mais je pense qu'il peut être quelque chose entre ce fighter-là puis le fighter super réservé qui a été à ses combats les plus récents. Mais regarde. Thiago Moises, c'est un gars qui me donne de la misère, Thiago Moises, parce que c'est un as du Jiu-Jitsu qui n'a pas vraiment beaucoup de manières d'amener le combat au sol, mais qui est un bon striker. Quand même, tu sais, j'ai de la misère à le saisir un peu. Parce que quand tu le regardes, c'est pas un gars qui il n'y a pas un style de pressure. C'est pas quelqu'un qui va aller de l'avant puis il faut que je mette la pression absolument. C'est pas non plus un gars qui va se mettre sur son back foot puis qui va laisser l'action venir à lui nécessairement. Tu sais, il est capable de faire les deux. Il n'est pas élite dans aucun des deux, mais il est bien correct dans les deux. Puis, si il affronte quelqu'un comme Bobby Green qui fait juste pas venir à lui, ben, il va un peu plus aller à son adversaire. Puis, on a vu qu'il y a eu du succès dans ce combat-là en faisant ça. S'il affronte quelqu'un de plus agressif, un peu comme, mettons, un Michael Johnson en début de combat, va laisser Johnson venir à lui, va le laisser faire une esti gaffe parce que c'est Michael Johnson. Et puis, c'est ça, c'est un combattant qui s'adapte quand même bien. Je pense qu'il va être un bon test pour Hernandez. Je pense qu'Hernandez a les skills pour compétitionner avec lui, sauf peut-être au sol, mais va définitivement être le meilleur lutteur des deux. Donc, je pense pas qu'il va avoir à aller au sol contre lui. Et puis, s'il réussit à justement mettre un peu de pression sur Moises, pas le laisser trop flow dans ce combat-là, parce que si Moises se met à chain ses strikes together, puis tout, ça peut devenir un combattant qui est très difficile à dealer avec. Donc, si Hernandez ne laisse pas la chance de faire ça, lance beaucoup de strikes sur lui, mixe un peu de clinch contre la cage, reprend un style quand même assez agressif dans ce combat-là. Le fait qu'il va être un meilleur lutteur que son adversaire, puis un athlète aussi supérieur à lui en général, devrait faire que Hernandez gagne ce combat-là. Mais, tabarnouche, man. Un autre que je ne suis pas vraiment certain. On passe à un combat où je suis un peu plus sûr de mon affaire. Angela Hill, Ashley Yoder. Puis écoute, si Angela Hill ne gagne pas ce combat-là, c'est absolument terrible pour elle, surtout avec les améliorations qu'on a vues là, récemment, où elle est capable de straight up être compétitive, voire battre Michelle Waterson là, pendant 5 rounds. La décision n'a pas été en sa faveur, mais on se rappellera tout que le monde n'était pas très satisfait de cette décision-là. Puis la décision d'avant, c'est contre Claudia Gadella, puis ça, c'était straight up un vol. Donc, tu sais,
Ashley Yoder, elle aussi, a beaucoup amélioré son striking. Est une combattante qu'au début, je regardais, je me disais, oh, elle fera pas long feu dans l'UFC. Puis elle a réussi à s'améliorer puis gagner des combats qui fait que, oui, elle mérite sa place comme une mid-level fighter dans la division dans l'UFC. Mais écoute, Angela Hill, avec les améliorations qu'elle a montrées, doit elle, absolument gagner ce combat-là. Puis je pense qu'elle va le faire par décision. Ensuite, Alexei, aussi bon, ok. Alex Cowboy Oliveira, le seul, l'unique, le gars qui se fait lancer des grenades à Noël, affronte Ramazan Kuramagomedov qui fait son entrée dans l'UFC. Un prospect évidemment, qui est genre russe, tchétchène, Dagestan, là, dans ce coin-là. Quelqu'un qui s'entraîne avec Mark Henry, avec Zabit Magomed Sharipov, là, qui est comme la clique de russe, mais plus du East Coast. Bien qu'on l'a vu là, récemment au AKA, il a pris une photo avec Javier Mendez sur son Instagram. Donc oui, quelqu'un là, qui est connecté avec ces gens-là. Quand tu regardes son style, plus un Zabit qu'un Khabib, bien que tu sais, c'est pas Zabit debout, rien, loin de là, c'est pas beau comme Zabit. Puis, genre, en fait, je vais vous avouer que dans la ruée de prospects russes qui rentrent dans l'UFC, c'est pas celui qui arrive et que je me dis oh wow, Ramazan Kuramagomedov va être incroyable, c'est un futur champion. Loin de là, je pense que c'est un bon combattant, je pense qu'il est capable de gagner. Mais écoute, je l'ai vu au Contender Series avoir toutes les misères du monde avec Jordan Williams. Puis Jordan Williams, on s'entend, c'est pas un combattant technique, là. C'est un combattant qui est tough, qui est gritty, puis qui sert du fait qu'il est diabétique, puis qui coupe un peu aucun poids pour avoir juste un gas tank complètement ridicule pour 185 livres. Puis ça fait que Kuramagomedov, qui l'avait affronté à 185 livres dans ce moment-là, même si c'est clairement à 270, a eu de la misère avec lui là, dans les later rounds parce que oui, un peu comme Zabit, des fois un petit peu de misère avec son cardio quand le combat avance. C'est pas quelqu'un qui gère bien son énergie, va être très actif debout, va pas toujours faire des moves avec son striking qui sont efficaces. Genre des fois, on dirait qu'il fait des choses puis que c'est comme ça mène un peu à rien. Oui, il y a toujours un peu de lutte dans son back pocket, mais genre c'est pas, il s'en sert peut-être pas assez. Peut-être s'il s'en servait plus, gagnerait plus de combats, bien qu'il n'ait jamais perdu, là, en fait. Là. Je sais pas ce que je suis en train de dire d'être là, mais j'ai juste pas beaucoup. Je regarde ce match-up-là contre Alex Oliveira, puis autant je regardais Shavkat Rakhmonov contre Alex Oliveira, puis je là, oh, ça va être un bon combat, ça va être dur pour Rakhmonov, mais je pense que Rakhmonov peut le faire, parce que j'ai beaucoup d'espoir en Rakhmonov. Je regarde ce match-up-là, puis je me dis, c'est Alex Oliveira qui est très bon at range, qui est un sniper de là, capable de générer du bon power, qui est aussi un bon clinch fighter lourd. Puis, le problème avec Oliveira, c'est que des fois, et c'est bizarre, hein, parce qu'il est durable. C'est un combattant qui est durable, c'est un combattant qui est tough. Ça prend beaucoup de dommages pour le finir. Mais quand tu réussis à le mettre dans la position où il sent qu'il ne pourra pas s'en sortir, ben, il essaie même pas de s'en sortir. Il fold complètement, puis il te laisse le finir. Puis c'est comme ça que tu gagnes le combat. Puis souvent, ça fait un combat super compétitif. Là. Oh, il t'est arrivé quelque chose, puis oh, Alex Oliveira vient de perdre. Genre, il vient tout simplement fold de drette là. Puis je pense pas que ça va arriver. Basically, je pense qu'Alex Oliveira va gagner. Je pense même qu'il va le soumettre. Honnêtement, là, je pense que Alex Oliveira va peut-être être celui qui va initier le grappling. Puis je pense qu'il soit en dessous ou sur le top, c'est lui le grappler le plus dangereux dans le sens qu'il va essayer des choses. Kuramagomedov, un peu de ground and pound, mais pas le grappler le plus dangereux que j'ai vu, va plus essayer d'être positionnel que genre le gars qui va essayer vraiment de hunt pour un finish au sol, chose que Alex Oliveira fait dans toutes les positions en tout temps. Donc j'ai Alex Oliveira soumission round 2 ici. Et ça nous mène à un combat entre Alexis Davis et Sabina Mazo. Et puis, ben là, je ne passerai pas par quatre chemins ici. C'est un très, très rough match-up pour Alexis Davis. Je pense que le seul moyen qu'elle a réussi à gagner ça, c'est si dès le premier round, elle a réussi à lander des takedowns, puis à dominer Sabina Mazo, puis à lander du dommage, puis à mettre dans la tête de Mazo que c'est pas un combat qu'elle va gagner. Parce que Sabina Mazo est une slow starter, est une fille que souvent, tu es comme au début, qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle n'est juste pas là. Puis là, plus le combat avance, plus tu vois qu'elle rentre dans sa game, puis qu'elle commence à lander des belles combinaisons, puis des strikes, puis elle, dans le fond, tout est set-up dans le but de te faire oublier le fait qu'elle veut te kicker très, très fort d'en face. Puis à la seconde près que tu oublies qu'elle veut te kicker très, très fort d'en face, ben, elle te kick très, très fort d'en face. Donc, si Davis réussit d'utiliser sa belle game là, de vétéran super well-rounded pour rentrer à l'intérieur du reach de Mazo, puis de lander une coupe de takedown, puis de lui lander du dommage au sol, du bon ground and pound, peut-être s'installer dans la half-guard, la punir un peu. Peut-être que
ça va fatiguer Mazo plus vite, puis ça va comme un peu lui mettre dans la tête qu'elle ne gagnera pas ce combat-là, puis elle va être plus facile à aborder pour les rounds d'après. Mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. Je pense que Mazo puis Alexis Davis vont principalement échanger debout. Je vois Davis, oui, peut-être lander des takedowns si c'est là, peut-être pas assez pour justement décourager Mazo, qui va probablement la kicker très fort d'en face à quelque part au troisième round pour gagner ce combat-là par TKO. Ensuite, un autre combat que j'ai aucune idée quoi vous dire là-dessus. Ben oui, j'ai une idée de quoi vous dire là-dessus, mais j'ai aucune idée qui va gagner. C'est William Knight contre Alonzo Minifield. Puis c'est pas compliqué. C'est deux combattants que 100% de leur game, c'est être gros, fort, puissant, overwhelming. Le problème majeur, ben chacun a des problèmes majeurs. Dans le cas de William Knight, c'est qu'il est juste pas gros. C'est que le gars mesure 6 pieds bien rond, puis il est probablement le plus petit 205 livres sur le roster. Puis oui, il est bon, puis il est quand même fort physiquement, puis solide pour genre son poids puis sa grandeur. Mais quand il affronte un spécimen physique comme Alonzo Menifield, qui lui est un gros et fort 205 livres, la différence de grandeur, d'après moi, puis de size en général, risque d'être assez remarquable dans ce combat-là. Dans le cas de Menifield, ben, c'est juste qu'il n'est pas capable de maintenir son rien. Pas capable de maintenir rien. Ce gars-là, c'est un world beater au premier round, puis capable de knocker n'importe qui au premier round, puis après ça, il manque sévèrement de cardio, puis c'est lui qui a tendance à se faire knocker dans les rounds d'après. Là, on l'a vu, oui, des fois un peu fall apart, puis réussir à gagner par la peau des fesses parce qu'il affrontait peut-être pas le meilleur des adversaires, mais là, on l'a vu avoir un petit step-up en compétition récemment, puis il se fait knocker. Là. Quand il manque de cardio, puis qu'on le voit commencer à ralentir, puis il n'est plus capable de maintenir le pace qu'il veut essayer d'imposer, ben, il se fait littéralement passer un knockout. Fait que je pense que je vais y aller avec celui qui est peut-être trop petit, mais qui est quand même capable de se battre pendant 15 minutes, puis de garder justement son game de gros gars fort, même si pour la division, c'est pas un gros gars fort, c'est un petit gars fort. Il est capable de maintenir ça pendant 15 minutes. Je l'ai vu maintenir ça pendant 15 minutes, contrairement à Manyfield, que plus le temps avance, plus je perds confiance en lui. Donc, je vais aller avec Knight, mais tabarnouche, tu me dis que William Knight se fait complètement éteindre au premier round, comme il est arrivé contre Tafon Chukwi, ben, no surprise there for me. So, d'autres combats sur lesquels je ne gagerai pas d'argent. Ça nous mène à Vince Cachero, Ronnie Lawrence, striker versus grappler ici. Vince Cachero, c'est un pressure counter striker. Et puis, ça va faire plaisir à Ronnie Lawrence qui aime bien laisser ses adversaires venir à lui pour lander des takedowns. C'est un wrestler, c'est un reaction wrestler en général. C'est pas le lutteur à la cabine qui va te mettre de la pression pour lander des takedowns. C'est plus un gars qui aime te laisser venir à lui pour réagir avec un takedown. Puis soit te passer ça en open air ou te back up contre la cage d'où il chain wrestle vraiment très bien. Donc, je ne m'éterniserai pas sur ce combat-là. Je pense que Ronnie Lawrence va gagner par décision. Premier combat de la soirée, c'en est un autre très intéressant que j'ai aucune idée de ce qui va arriver. C'est Dustin Jacoby, Maxime Grishin. Et puis, mon read au début, c'était que Grishin devrait gagner ce combat-là parce que c'est plus un MMA fighter que Dustin Jacoby, qui est un bon striker, peut-être un peu vulnérable au grappling, qui s'est poussé du MMA pour devenir un kickboxer à Glory, puis qu'après il est revenu en MMA, puis qui est encore un meilleur striker, mais toujours pas un super bon grappler. Puis Maxime Grishin, lui, a vraiment pas peur là, de t'amener dans le clinch contre la cage, puis de niaiser là, pendant des éternités, puis d'essayer de te lander un takedown, puis de s'asseoir dans ta garde, puis de juste être là, puis de s'en coller, c'est bien raide. Ce qui me fait un peu douter de mon read initial, c'est après avoir écouté le preview que j'écoute toujours de Bloody Elbow, Zane Simon puis Conor Rebush, qui notait que Maxime Grishin, oui, a l'air du MMA fighter le plus complet des deux, mais soit que Maxime Grishin strike avec toi puis te clinch contre la cage, ou que Maxime Grishin te lutte. Maxime Grishin ne fait jamais les deux. Tu comprends? Puis ça peut changer de round en round. Par un round, puis oh là, je strike, puis le round d'après, oh, maintenant je te lutteur, puis je strike plus pantoute avec toi, puis je te lutte. Mais il fait jamais les deux. C'est pas un gars que tu vas le voir justement setuper un takedown avec ses punches. Ou, même quand tu vois qu'il est en clinch, souvent, il va même pas assez de temps de takedown du clinch. Il va vraiment juste te clincher dans la cage, puis séparer pour lander quelques coups, puis te reclincher un peu l'approche Cain Velasquez. Là. Et puis, je pense que je vais le pick quand même, juste parce que
il peut lutter 7 ans, contrairement à Jacoby, que oui, tu sais, on l'a vu à son retour dans l'UFC allumer quelqu'un ben raide, mais je ne l'ai pas encore vu contre quelqu'un qui est capable de lutter. Puis Grishin, c'est un Russe, puis il sait très bien lutter. Puis je pense qu'il va être capable de faire ça. Puis ça serait le game plan logique pour Maxime Grishin que d'arriver là et lutter son adversaire dans ce combat-là. Fait que je vais le sélectionner ici par décision. Et c'est ce qui va conclure mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC Vegas 20, Rosenstruck contre Gann, Cyril Gann, qu'on va regarder là avec attention. Puis on espère qu'il va gagner. On essaie de ne pas trop révéler pour qui on prend full ici parce qu'on fait des analyses puis il faut être impartial. Mais entre vous et moi, on prend pour Cyril Gann dans ce combat-là. On espère qu'il va gagner puis qu'il va ramener la ceinture de l'UFC en France parce qu'on rep pour lui. Puis le Québec l'a comme un peu adopté parce qu'il est venu se battre ici pour nous. Puis c'est un personnage très, très, très sympathique. Donc, let's go, Cyril. Et puis, laissez-moi un like si vous avez apprécié, un commentaire pour me faire part de vos impressions sur ces combats-là. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, YouTube, Instagram, toute la petite patente. Et on se parle une prochaine fois.